Mais je dois vous dire, parce que nous devons également rester dans le cadre du rapport qui a été fait, je dois vous dire justement que ce que vous constatez aujourd'hui, avec tous ces rapports qui sortent, c'est justement le travail qui consolide l'option militaire. Ce n'est pas un travail qui conduit vers la paix. Tous ceux qui sont en train de travailler aujourd'hui dans le cadre des ONG, Human Rights Watch, Bureau conjoint des Nations Unies, ainsi de suite, consolident le front militaire et ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Je vais vous rappeler, 2012-2013, ils ont publié des rapports juste pour brouiller le processus de paix qui était en cours et qui allait aboutir à un accord, une fois mis en œuvre, pouvait conduire à la paix. Leurs rapports ont amené les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, à opter pour la belligérance. Donc, à voter, vous le savez, avec la résolution 2098, voilà, du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui créait la force d'intervention des Nations Unies, qui venait pour faire la guerre à ceux qui étaient sous la table des négociations. Et vous savez ce qui s'est passé. Pendant que nous étions en train de nous parler à Kampala, les Nations Unies ont ouvert le feu contre eux. Et cette option qui a été expérimentée pour la toute première fois par les Nations Unies a été prise parce que tout simplement ces ONG avaient monté des rapports. Aujourd'hui encore, c'est la même chose qu'ils font. Nous sommes en négociation à Doha. Pendant que nous voulons aboutir à la phase importante qui est celle de traiter les causes des conflits, ils initient encore d'autres rapports et vous allez voir sur un même montage comment il y a eu un acharnement de manière successive des organisations qui se disent des droits de l'homme, dont aucune d'entre elles n'a été sur le terrain. Aucune. Toutes se disent, eh bien, ils ont eu des témoignages de gens qui seraient sur le terrain. Mais eux-mêmes ne sont pas allés vérifier le témoignage. Même tous nous le savons. Le témoignage à lui seul ne suffit pas dans une enquête. Vous ne pouvez pas rester dans un bureau climatisé à New York et vous appelez au téléphone quelqu'un et vous lui posez la question, il vous raconte son histoire et vous vous mettez à écrire tout un rapport et même dans le rapport vous êtes plus affirmatif. Au lieu même de prendre la précaution de mettre même au conditionnel. Et ça c'est très grave. Et ceux qui vous donnent ces rapports, mais ils sont incapables même de vous envoyer une image, une photo, même des morts dont ils disent avoir fait la comptabilité. Il y en a pas. Après, au-delà de tout ça, ils sont incapables de mettre une identité sur chaque mort dont ils parlent. Aucune. Alors, est-ce que nous sommes sérieux lorsque nous donnons de la voix à ça? Ils sont même allés jusqu'à faire des contradictions entre eux sur le nombre de morts. Certains parlaient de 100, 302, d'autres parlent de 300 et quelques pour aggraver la chose, et d'autres reviennent avec 140. Tout ça parce qu'il faut forcer la main au Conseil de sécurité des Nations Unies pour que vite, elle s'érige contre le processus de paix qui est en cours et prenne des mesures draconiennes, je ne sais pas lesquelles, qu'ils vont encore prendre, parce que la dernière mesure qu'ils avaient prise, c'était de nous faire la guerre. Et cette option-là a échoué, vous le savez.
Alors, à quoi veulent-ils conduire encore les Nations Unies, ces ONG? Et en quelque sorte, pour se défaire de l'obligation, au fait, de montrer le cadavre, ils trouvent comme fond fou que les cadavres ont été jetés dans la rivière Tchou. Mais nous tous, nous savons, les amis, lorsque quelqu'un tombe dans l'eau, mais 3 jours après, on se voit le corps. Mais les corps de 300 personnes jetés dans la rivière, mais ils devaient aller quand même débarquer quelque part. Les avez-vous vus? Parce que vous tous, vous êtes ici, au Nord Kivu. Avez-vous vu ces corps? Non. Avez-vous vu une famille éplorée dans le Tchou? Non. Nous sommes dans une sorte de complot qui vise à compromettre la résolution profonde, des causes profondes des conflits au profit de la guerre, tout simplement. Et comme je vous ai dit au départ, ceux qui le font, ceux qui fabriquent cette guerre, c'est pour des intérêts personnels. Et comme nous l'avons dit, cette façon de manipuler la communauté internationale doit être arrêtée. Et comment elle doit être arrêtée? Et nous nous proposons qu'elle soit arrêtée par une enquête internationale qui serait menée dans notre espace pour vérifier toutes ces allégations-là. Comme ça, on se débarrasse une fois pour toutes de tous ces vendeurs de malheur de Congolais et qui trompent tout le monde, qu'il y a ceci, il y a massacre, il y a ceci. Mais ils sont incapables de dire aux Nations Unies que voici les causes profondes des conflits, les voici comment nous pouvons y remédier pour que très vite on trouve des solutions. Ils sont incapables. Mais ils s'attachent sur les effets de la guerre et ils en fabriquent eux-mêmes. Et après, ils vont. Nous avons vu tous des photos qui ont circulé avec les membres du gouvernement de Kinshasa où ils étaient ensemble, les citoyens mangeaient ensemble. Et justement parce qu'ils sont dans un même chemin. Et au-delà de tout ça, ils n'ont jamais levé des allégations contre le gouvernement de Kinshasa. Vous avez vu tout ce dont on a parlé ici, que des faits qui ont été reprochés au gouvernement de Kinshasa. Vous le savez parce que vous êtes journaliste. Certains d'entre vous ont rapporté, certains d'entre eux. Le cannibalisme qui s'est passé ici à Goma. Et l'armement des civils. Aujourd'hui, nous peinons à récupérer ces armes d'entre les mains des civils pour éviter que nos populations s'entretuent. Cette instrumentalisation de notre jeunesse soit uniforme contre leurs propres frères soit uniforme, mais personne n'en parle. Ces ONG trouvent que ce ne sont pas des faits graves. Non, c'est parce qu'au fait, ils sont complices de cela. Donc, et tout ça œuvre pour l'option militaire. Et nous disons non. Nous n'accepterons pas que la guerre continue dans nos espaces où nos populations sont en train de recouvrer maintenant la paix. Nous n'accepterons que personne ramène la guerre dans cet espace. Et nous nous battrons s'il faut nous battre pour aller décourager ces armes qui tirent sur nos populations. Alors, le document, je trouve ça un peu... ce n'est pas dans les pratiques ou dans les méthodes de négociation qu'un document de travail, que la médiation émet, se retrouve entre les mains de tout le monde, au lieu de se retrouver sur la table de négociation. Mais lorsque vous regardez ce document, vous le disiez, c'est vrai, il nous a été partagé par la médiation, je vous le dis. Mais nos informations nous révèlent que ces documents, au fait, viennent de Kinshasa.
même si Kinshasa semble pouvoir le nier aujourd'hui. Ce document vient de Kinshasa, remis à la population, et dont l'objectif était tout simplement de distraire, de faire diversion sur des questions importantes qui devaient être traitées avant que nous n'entrions dans la deuxième phase, qui est celle qui est consacrée au traitement des causes profondes des conflits. En fait, la question du cessez-le-feu et la question de la libération des prisonniers, c'est des questions sur lesquelles le gouvernement de Kinshasa n'a pas voulu tabler, parce que c'est des questions qui le bloquent sur le plan militaire, parce que s'il y a un cessez-le-feu, et avec un mécanisme de vérification de cessez-le-feu, avec l'obligation de toutes les deux parties de se retirer de 5 km chacune, en fait, cela bloque pratiquement les manœuvres militaires de Kinshasa. Alors Kinshasa n'en voulait pas. Il voulait faire diversion sur ça. La question de la libération des prisonniers, mais vous l'avez entendu sur les... Le gouvernement de Kinshasa dit qu'il ne voudra pas libérer les prisonniers parce que tout simplement, il préférait à ce que cette étape-là vienne après l'accord global. Mais c'est des questions qui le mettent en position de faiblesse. Et pour ce faire, il préfère produire un document pour faire diversion et le remettre à la médiation. Bon, la médiation, elle a l'obligation de partager ces documents avec les parties. Il le partage. Mais pour nous, nous devons respecter la procédure que nous sommes tracée nous-mêmes. Nous avons dit, après la mise en œuvre de déclarations de principes qui ont prévu ces 2 points entre autres, la déclaration dit que nous allons maintenant passer à la seconde phase, qui est celle de traiter les causes profondes du conflit. Mais comment on peut nous amener un projet d'accord sur la table sans qu'il y ait débat sur le fond, sur les questions des fonds? Mais d'où vient ce projet? Pourquoi? Et lorsque vous regardez aussi ce projet, vous trouvez des mots. Il parle beaucoup plus des partages de pouvoir en termes de pourcentage. Écoutez, nous avons abandonné ce genre de pratiques depuis longtemps. Nous le disons et nous l'assumons. Et c'est notre position. Nous ne sommes pas pour les partages de pouvoir. Nous sommes pour le traitement, le règlement des causes profondes des conflits, parce que c'est cela qui nous a manqué pendant tout ce temps. Tous les accords que nous avons signés, en fait, ont péché à ce niveau-là. Nous nous battons aujourd'hui parce que les accords que nous avons signés ont privilégié la partie partage du pouvoir, frustré notre peuple, au lieu de privilégier la partie règlement des causes profondes des conflits. Nous sommes dans le règlement des causes profondes. Nous avons dit, et nous le disons toujours à M. Sekedi, nous ne sommes pas intéressés par les postes à Kinshasa. Nous ne sommes pas intéressés par les postes de gouverneur, vice-gouverneur et autres dont il parle dans le rapport. Ce qui nous intéresse, c'est la paix chez nous, pour que chacun de nous s'occupe et qu'il vive mieux ici. Nous avons dit, nous sommes un peuple à vocation agriculteur, pastoral également. Nous pouvons bien cultiver nos champs et nous taper de l'argent parce que tout le monde court derrière l'argent. Nous pouvons vendre du lait, vendre des vaches, vendre de la viande, créer le business chez nous dans les secteurs des services et avoir de l'argent. On n'a pas besoin d'être politicien à Kinshasa pour vivre mieux. Nous ne nous battons pas pour ça. Nous nous battons pour la paix, pour la sécurité de notre population. Et ça, nous avons toujours dit ça à Kinshasa, qu'ils puissent privilégier aujourd'hui le partage des pouvoirs, nous disons non. Nous nous battrons pour que la paix revienne chez nous et la paix définitive. Et là,
pour discuter, nous avons dit, c'est pour discuter uniquement des mécanismes de cessez-le-feu et des mécanismes de libération des prisonniers. Point. Lorsque nous finirons cette étape-là, nous pourrons passer à autre chose. Et nous avons tenu à spécifier dans le mandat que nous avons donné à nos délégations, qui est constitué de 2 personnes, nous l'avons réduite à 2 personnes, parce que nous pensions que ces questions-là, qui étaient plus techniques que politiques, ne nécessitaient pas un groupe de 4, 5, 6 personnes comme nous avons l'habitude de faire. Nous l'avons réduite. Et nous avons dit dans leur mandat que leur mandat ne concerne que cette phase technique de discuter sur les mécanismes de cessez-le-feu et de libération des prisons. Donc nous avons été précis à ce stade et que donc personne ne les prendra en otage là-bas pour discuter sur ce fameux projet que vous avez circulé et qui vient de Kinshasa. Je vous le confirme, c'est Kinshasa qui propose ces projets. Merci. Le 4, paragraphe 2.b du protocole additionnel 2 aux conventions de Genève de 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux. Cet article dispose clairement que, sans préjudice du caractère général des dispositions du précédent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l'égard des personnes visées au paragraphe 1.b les punitions collectives. Cette mesure de fermeture des banques affecte indistinctement l'ensemble de la population de la République démocratique du Congo. Deuxième cas de punition collective, restriction illégale de la libre circulation et confiscation des documents migratoires aux citoyens. Depuis 2 mois, le régime de Kinshasa a instauré des pratiques illégales restreignant la libre circulation des personnes et de leurs biens, particulièrement à l'égard des voyageurs et commerçants transitant dans certaines zones frontalières et urbaines, ce en violation de l'article 30, alinéa 1er de la Constitution, qui dispose toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la. Ces restrictions sont souvent accompagnées de la confiscation arbitraire des documents migratoires, passeports, laissez-passer tenant lieu des passeports ou le document dénommé de CPG. Parmi les incidents les plus marquants, on relève notamment, depuis le mois d'avril jusqu'à présent, aux aéroports internationaux de Bujumbura, d'Addis Abeba et de Nairobi, plusieurs passagers en provenance du territoire nigérien ont été débarqués de force de leur vol, alors même qu'ils n'avaient aucun lien avec la répression. Ces mesures arbitraires, appliquées par certains pays de la région, alliés politiques ou militaires comme le régime de Kinshasa, violent le droit international, le droit fondamental à la libre circulation. Ces pratiques s'inscrivent dans une stratégie plus large de tracasserie administrative et de restrictions économiques ciblées, violant gravement le droit à la liberté de mouvement et le bon fonctionnement des échanges commerciaux. Troisième acte de punition collective, mise en congé technique illégale des fonctionnaires publics de l'État et menace sur les familles militaires et autres opérateurs économiques par le régime de Kinshasa. Dans une note circulaire, publiée le lundi 31 mars 2025 par le général-major Évariste Somo, représentant le régime de Kinshasa basé à Béni, tous les cadres et agents des services publics de la province du Nord Kivu qui ne s'étaient pas déplacés à Béni étaient d'office mis en congé technique en violation de la loi. D'autres cadres de l'État étaient menacés de révocation et de rétention de salaire. Cette même situation est vécue par les agents fonctionnels de l'État actuellement rassemblés à Uvira sur ordre
du gouverneur Fuyard Jean-Jacques Rose. Cette mesure illégale a perturbé des familles entières, laissant sans abri des milliers de celles-ci qui errent jusqu'à aujourd'hui entre Uvira, Beni et Kinshasa sans aucune prise en charge. Troisième accusation, chasse aux soyez-le-front, civils et militaires, et assassinats ciblés dans les lieux de détention de la région de Kinshasa. Depuis l'avènement de M. Félix Tshisekedi au sommet de l'État, il se développe un dangereux phénomène de stigmatisation généralisée des membres de la communauté soyez-le-front. Plusieurs membres du parti au pouvoir à Kinshasa ont développé une rhétorique exclusionniste à l'endroit des ressortissants de l'espace soyez-le-front. Très vite, le pouvoir est passé de la parole aux menaces et, fois de fait, en procédant à des attaques directes et ciblées de tout individu, s'exprimant en langue qu'il soit émis, jusqu'aux arrestations, assassinats et autres. Ce phénomène a été aggravé par des matinées politiques de l'UDPS, animées par M. Augustin Kabouya, président à l'intérim du parti présidentiel, et des meetings hebdomadaires du porte-parole du régime, en la personne de M. Patrick Mouyaya, au cours desquels des slogans extrémistes incitant à la haine, tels que Poison rwandais, Congolais Téléman, Bendel et Kouyaté, tout pour la patrie, sont inculqués pour endoctriner une partie de la population contre leur propre compatriotes. Cette campagne, considérée comme un fait anodin à ses débuts, a été suivie d'une chasse aux soyez-le-front, jusqu'à occasionner des arrestations arbitraires, des détentions irrégulières, des assassinats ciblés, etc., brisant ainsi la cohésion nationale. Plusieurs autres organisations, notamment l'ONU et la Conférence épiscopale nationale du Congo, l'ont également condamné et dénoncé. Dans sa détermination et son entêtement à traquer les membres de la communauté soyez-le-front par son projet qu'il qualifie de nettoyage des infiltrés au sein des FARDC, le régime de Félix Tshisekedi procède aux arrestations arbitraires, enlèvements, rapts, assassinats des officiers et soldats soyez-le-front, dont nombreux meurent en prison dans des conditions inhumaines. Éclairé par cette tragédie, le 13 juillet 2025, sur X, un témoin populaire de ce drame, en la personne de Jean-Jacques Wondo, expert militaire belgo-congolais récemment libéré de la prison, a affirmé que le Kiswahili est devenu la langue usuelle dans les cachots de la Démia et à la prison militaire de Ndolo. Environ 70% des officiers supérieurs et généraux détenus proviennent des provinces soyez-le-front. Quatrième accusation. Massacre systématique et généralisé des civils en Ituri. L'Ituri reste l'une des provinces les plus ensanglantées de la République démocratique du Congo. Depuis plus de 5 ans, les groupes armés locaux et étrangers sèment la désolation dans ce qui était sous peu l'une des provinces agro-pastorales et minières de référence de la République démocratique du Congo. Le groupe armé criminel dénommé Codeco, formé et armé par le régime de Kinshasa, cible principalement la communauté Kema et certaines autres communautés dont les Nyali, les Ndo-Okebo, les Mambisa et les Aoulou. Ces dernières sont victimes pour s'être abstenues de participer au plan de massacre contre les Yémen. Le rapport du 10 janvier 2020 de l'ONU affirme que les meurtres, viols et autres violences visant notamment la communauté Emma dans la province congolaise de l'Ituri pourraient présenter des éléments constitutifs de crimes contre l'humain. Les récents massacres contre les populations civiles remontent notamment au début
du 2 juin 2025. Massacre des Héma en territoire de Djougou, dont les vidéos accablantes et horribles sont devenues virales sur les réseaux sociaux, balancées expressément par les FARDC et leurs alliés Codeco. On y aperçoit une femme en train d'être hachée, un enfant de moins de 5 ans, assis, larmes aux yeux, tenant le corps de son frère, tué par les FARDC et la Codeco. Le 28 juillet 2025, à Komanda, territoire d'Iroumou, 69 fidèles catholiques étaient sauvagement massacrés par les FARDC et les ADF. Le 11 août 2025, dans la chefferie de Bahima Boga, Kinyanjojo, les populations civiles étaient massacrées, d'autres kidnappées et des véhicules incendiés par les FARDC et ADF, parce qu'ils opèrent ensemble. En l'espace d'une semaine, la ville de Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri, a été le théâtre de 3 fusillades meurtrières des FARDC, visant principalement les lieux publics. Au quartier Nambiaya, dans une terrasse devant des poissons, au quartier Moudipela, le 3 août 2025, dans un centre hospitalier, et en face du stade d'Epoville, le 5 août 2025, aux alentours de 19h30, dans un débit de poissons dénommé Toulouse. Il est important de relever que la plupart des victimes sont majoritairement des femmes et des enfants massacrés dans des villages et des sites de déplacés. Pire encore, 16 personnes issues de la communauté Héma ont été enterrées vivantes dans le village de Tali, en chefferie de Bahima Nord, territoire de Djougou, en date du 19 février 2024. Les vaches des éleveurs Héma, qui constituent un patrimoine culturel et une ressource économique, sont pillées et détruites. Ces massacres et pillages en Ituri sont l'œuvre des opérations menées conjointement par les FARDC et leurs alliés terroristes ADF et Codeco sous commandement du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Louboya Kachama Johnny, proche parent de M. Félix Tshisekedi, dans leur objectif mafieux d'accaparer toutes les mines de l'Ituri. Ces crimes commis en Ituri contre les Héma, connus et entretenus par le régime de Kinshasa, sont passibles de crimes de génocide. 23 invite donc la communauté internationale en général, et plus particulièrement le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, et les organisations internationales humanitaires et de défense des droits de l'homme à adopter une attitude impartiale, constructive et responsable, en prenant en compte les causes profondes des conflits en RDC. Il est bien évident que la SM23 a démontré dans le territoire libéré sa capacité à stabiliser la situation sécuritaire, à protéger les populations civiles, à restaurer l'autorité publique et le vivre ensemble, à coopérer avec les organisations humanitaires et les droits humains et à participer au processus de paix. Somme toute, l'AFC M23 demande au Conseil de sécurité des Nations Unies ce qui suit: l'ouverture d'enquêtes indépendantes, des poursuites judiciaires et des sanctions internationales contre les dignitaires du régime de Kinshasa, directement ou indirectement impliqués dans la commission des crimes et violations graves des droits de l'homme. Une redéfinition du mandat de la MONUSCO vers celui du maintien de la paix et du développement. Une reconnaissance de ces efforts dans la promotion de la stabilité et des droits humains. Les accusations présentées par la SM23 contre le régime de Kinshasa sont le résultat d'un travail fouillé, documenté et dont les faits sont indéniables. Je vous remercie.